Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 24 août 2020. Comme d'habitude, on parlera politique avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'UDBN était donc en université d'été vendredi dernier à Cotonou. Le rendez-vous a permis à Claudine Prudencieux et les délégués du parti de faire le bilan de la participation de l'UDBN aux dernières élections communales et municipales. Les travaux ont également permis de revisiter les réformes et les actions entreprises ces 4 dernières années par le chef de l'État. La gouvernance Talon déclinée vendredi dernier s'est soldée par des acclamations des délégués militants présents à la rencontre. L'UDBN s'est tout simplement montré admiratif de tout ce qui se fait au sommet de l'État depuis l'avènement de la rupture. Et s'adressant au président de la République, la présidente du parti a laissé entendre que l'UDBN ne lui marchandera pas son soutien le jour où il en aura le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État. Alors, doit-on comprendre que l'UDBN a ainsi choisi son candidat pour la présidentielle de 2021? Pourquoi n'avoir pas misé sur la présidente, un cadre ou un membre du parti? Eh bien, on fera le débat entre collègues et on posera la question à Éric Estève Deguénon. Il est juriste de formation et cadre de l'UDBN. Il passera par ici dans la seconde partie de cette émission. Et puis, la dématérialisation des procédures administratives ne semble pas faire bon ménage avec les agents publics, du moins pas pour l'instant. Le Conseil des ministres de mercredi dernier s'est soldé, sinon s'est contenté de constater que 99,87% des personnes évaluées étaient en dessous du seuil exigé. Une réalité qui fait constater le retard du personnel administratif à s'arrimer avec l'avancée des nouvelles technologies, notamment le numérique. Le conclave des membres du gouvernement de la semaine écoulée a suggéré un renforcement des capacités pour tenter de remonter la pente, mais le chroniqueur d'Active Matin ne voit pas les choses de la même manière. Pour lui, les agents publics doivent faire l'effort de se mettre au pas sans forcément attendre le gouvernement. Nous suivons Moïse Dossoumo décliner son argumentaire tout à l'heure, juste avant le bulletin matinal de Ingrid Day qui fait son grand retour ce matin. Nous sommes lundi et comme il est de coutume, on va revisiter les temps forts des faits ayant marqué l'actualité nationale la semaine écoulée. Idriss Boukhari assure le service et nous propose sa compilation habituelle. Pendant ce temps, à Sion parcours pour nous les journaux parus ce matin. Sa synthèse à suivre en fin d'émission. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Comme il est de coutume, on est réveillé chaque matin par les premières informations. Première information servie donc par Fraternité, le quotidien de Bénotin. Ce matin, titre présidentiel 2021, l'UDBN prête pour un second mandat de Patrice Talon. Candidature du président Patrice Talon pour 2021. L'appel des cotonculteurs, des semenciers et des artisans de Bemberek. Témoin du coup d'État au Mali, Medina Issa raconte, appel à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle. Perspective Talon 2021 porte la voix de l'OME Plateau, fonds d'appui au développement des communes FADEC, le plaidoyer des OSC pour une consommation optimale des fonds pour les communes. La phobie du numérique, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. Moïse Dossoumo qui passera par ici tout à l'heure. À la une maintenant de la Nation, Université d'été 2020, l'UDBN engagé derrière Talon pour la présidentielle de 2021. Le parti dresse le bilan des élections communales. La Nation, sûreté des Béninois vivant au Nigeria, les cartes d'identité biométrique disponibles.
Le radar à présent, engagement pour la continuité avec Patrice Talon en 2021. Covey se met au diapason après Zakpota. Le matin, au profit des citoyens béninois vivant au Nigeria, 35 000 cartes d'identité biométriques disponibles. Tombola des factures normalisées, les gagnants reçoivent leur chèque. Bénin intelligent, caution de Talon, déjà 2 millions de francs CFA, 2 200 000 francs CFA mobilisés par Perspective Talon 2021. Femmes et artisans du plateau disent oui à Talon 2. Didier Messien Diego sur Zone Franche de Canal 3 Bénin hier. Patrice Talon est une école. Et puis présidentielle 2021, l'UDBN maintient la dynamique Talon. Émergence Info, Université d'été 2020, l'UDBN favorable à un second mandat de Patrice Talon. Carte nationale d'identité biométrique, 35 000 Béninois vivant au Nigeria ont leur carte disponible. Le challenge à présent, grande mobilisation politique ce week-end. Le mouvement Perspective Talon 2021 ratisse l'âge dans l'Ouémé et le plateau. Après Zakpota le week-end dernier, Covey exige au mouvement maintenant la dynamique, la candidature de Talon en 2021. Quotidien Libération, remise des lots du tombola des factures normalisées. Les lauréats reçoivent entre 20 000 et 200 000 francs CFA. La direction générale des impôts tient parole. L'émergence, cette fois-ci, installation des coordinations du MVT, Perspective Talon 2021 dans l'Ouémé et le plateau, sous l'impulsion de Constantin Ada et les siens. Femmes, jeunes et artisans adhèrent à la cause de Patrice Talon. La cloche, installation des structures décentralisées de Perspective Talon 2021 dans le plateau et l'Ouémé. Les ténors de PT 2021 remettent les cahiers de charges à leurs délégués. Course à la Marina en 2021, l'UDBN déclare forfait et fait les yeux doux à Patrice Talon. Quotidien L'Indépendant, élection présidentielle de 2021, les 3 conditions de Talon pour être candidat. Journée internationale du souvenir de la traite négrière, Ouida mobilisée autour de la mémoire des déportés africains. Le meilleur appel à la candidature du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Capacité Claudine Talon 2021, portée sur les fonds baptismaux et fait de la première dame son émissaire. Actu Express, à la faveur de son université d'été, l'UDBN s'engage pour un second mandat de Patrice Talon. Matin libre, renforcement de capacité de lutte de ses délégués, la résistance nationale en ordre de bataille. Le Soleil Bénin Info, extension du réseau électrique à Pomassé, Messan Kenam, le principal artisan présidentiel 2021, Prudencio et l'UDBN indéfectiblement fidèles à Talon. Quotidien, le routier, tournée nationale en faveur d'un second mandat de Patrice Talon, Perspective Talon 2021, a reçu le 8 francs des artisans de Kétou. L'informateur qui nous informe qu'après le lancement de ses activités à Cotonou, Perspective Talon 2021 mobilise l'Ouémé et le plateau. Mise en place d'un budget sensible au genre, les parlementaires outillés. Défi Info, nouvelle mandature de la décentralisation du Bénin, le maire Angelo Arwandinou ou le vrai nouveau départ à Abomey Calavi. Mobilisation des ressources pour le second mandat du président Patrice Talon. Perspective Talon 2021 a déjà mobilisé plus de 2 500 000 francs CFA pour la caution de candidature.
La presse du jour, session du bureau politique de l'Union progressiste élargie aux députés, ministres et maires, ce que Talon a dit à Amoussou et aux siens. Tombola des factures normalisées, 100 gagnants ont reçu leur chèque. Voilà ce que nous disent les parutions ce matin. On va voir le reste des détails en son et en image avec vous, Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Wahab et bonjour à tous. Allez, vous nous avez manqué ces derniers jours. Hein? Vraiment. C'est le grand retour, on peut le dire ainsi. Oui, allez, les titres du bulletin. Avec pour vision d'inciter le président Patrice Talon à briguer un second mandat, le mouvement Perspective Talon 2021 gagne du terrain. Ce week-end, Constantin Ada et son équipe étaient dans la commune de Kétou pour l'installation de la cellule départementale plateau de leur creuset. À suivre également la descente d'une délégation de l'UNICEF Bénin dans la commune de Lokossa. L'organisation est allée en effet faire des observations sur le terrain suite à une campagne de sensibilisation sur la COVID-19 lancée depuis le mois de juin. Voilà, on va développer tout cela tout à l'heure avec la complicité de la régie. Le temps bien entendu d'installer Moïse Dossoumo pour la chronique de ce matin. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Moïse Dossoumo, bonjour. Bonjour Wahab. La chronique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le verdict est sans appel. Il dresse, toute proportion gardée, l'état des lieux. On en sait un peu plus sur les aptitudes des agents publics appelés à relever le défi de la dématérialisation. Comme l'a mentionné le programme d'action du gouvernement, l'implication du numérique dans plusieurs procédures administratives est enfin à l'ordre du jour. Après la phase de la déclaration d'intention, il est venu celle de la mise en œuvre. Conçue pour révolutionner les pratiques afin de procurer des gains substantiels de temps aux usagers des services publics, les plateformes devant matérialiser le basculement de la paperasse au numérique attendent d'être utilisées comme cela se doit. Et visiblement, ça coince à ce niveau. Si en aval, le public devant se mettre au pas sans se faire prier, il va sans dire que les fonctionnaires et assimilés se trouvant en amont et qui sont chargés de recevoir les demandes et de les traiter pour donner satisfaction aux requérants soient opérationnels. Visiblement, tel n'est pas le cas. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 19 août dernier, le constat est plutôt effarant. Sur 1740 agents évalués entre le 27 novembre 2019 et le 7 février 2020, seulement 2 se sont montrés aptes à relever le défi de la dématérialisation. Il y a de quoi être étonné. 1538 travailleurs ont ainsi échoué. En termes de pourcentage, 99,87% de personnes sont passées à côté de l'objectif. Elles ont en effet obtenu un score en dessous de 75%, qui est, soit dit en passant, le taux homologué au plan international. Face à cette réalité, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de procéder au renforcement des capacités des intéressés ainsi que de tous ceux qui n'auraient pas les notions nécessaires pour répondre avec efficacité aux exigences de notre époque. Cela va d'ailleurs de soi, puisque si les agents publics ne savent pas manipuler les outils du numérique, l'objectif de la dématérialisation ne sera nullement atteint. Certes, le Conseil des ministres n'a donné aucune précision sur les agents évalués.
Proviennent-ils tous d'une seule administration ou de raisons diverses? Quelles sont leurs qualifications? Sont-ils des agents de conception ou d'exécution? Cet échantillon de 1740 personnes est-il représentatif? De toutes les manières, en général, la plupart des utilisateurs de l'ordinateur se bornent à privilégier le logiciel Word, dont ils ne maîtrisent d'ailleurs pas toutes les fonctionnalités. Quand ils sont sur Internet, l'essentiel est de savoir envoyer, de recevoir des mails et de faire éventuellement des recherches basiques. Force est de constater que les outils tels que Excel, PowerPoint, Outlook et autres, qui requièrent plus de doigté et de technicité, n'ont pas beaucoup de fans. Seuls les curieux, les amoureux de l'outil informatique ou encore ceux qui sont obligés de s'en servir pour des raisons professionnelles y sont habitués. Et à l'heure actuelle, ceux-là sont les plus heureux. Quoi de plus raisonnable que d'être en phase avec les nécessités de son temps? Ces derniers mois, il faut reconnaître que plusieurs procédures, naguère longues et harassantes, ont été dématérialisées. La délivrance du passeport et du casier judiciaire en est une parfaite illustration. Dans l'administration fiscale, les habitudes sont également bousculées avec la transmission des états financiers qui se fait désormais en ligne en vue de l'obtention de l'attestation fiscale. Il en est de même des déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Face à toutes ces nouveautés, il est de bon ton que les travailleurs des secteurs publics, notamment ceux qui interviennent sur les plateformes, fassent preuve de proactivité en se formant pour répondre efficacement aux attentes. C'est toujours mieux de se prendre en charge soi-même au lieu d'attendre chaque fois le gouvernement. Moïse Dossoumo, il vaut mieux se prendre en charge soi-même plutôt que d'attendre le renforcement des capacités du gouvernement. Évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Il faut toujours être un peu plus proactif, devancer un peu les faits, au lieu d'attendre chaque fois que ça vienne des autres, alors que c'est soi-même qui est également sur le terrain et qui doit répondre aux attentes. On va développer tout cela tout à l'heure. Voici maintenant le bulletin. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Voilà, la politique ravit la vedette aux autres sujets d'actualité. On va commencer par le mouvement Perspective Talent 2021 qui poursuit donc sa tournée du territoire pour aboutir, sinon pour obtenir du président Patrice Talon un oui pour un second mandat. Samedi dernier, Constantin Ada et son équipe étaient dans la commune de Kétou pour l'installation de la cellule départementale plateau de leur mouvement. Voici le point avec Emma Rodon. Ils sont debout et déterminés pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Membres du mouvement Perspective Talon 2021, ces jeunes étaient ce samedi à Kétou pour installer la cellule qui va relayer leurs actions dans le département du Plateau. Le bureau départemental, vous placez la photo du président de la République. C'est notre candidat. Comme vous le savez déjà, notre objectif principal est de susciter la candidature du président Patrice Talon et d'œuvrer pour sa réélection en 2021. À cet effet, l'honneur vous préciser comme suit la mission que le Bureau exécutif national vous assigne. Sensibiliser la population sur les actions phares du gouvernement, de la rupture dans les différentes communes
de vos compétences territoriales, d'identifier les personnes capables de mobiliser, d'installer les structures de base au niveau communal et local de notre mouvement dans un délai de 10 jours au plus tard pour l'atteinte de notre objectif. Animer les structures communales et locales en étroite collaboration avec le Bureau exécutif national pour une synergie d'action. De plus en plus nombreux au sein du mouvement Perspective Talon 2021, ils espèrent obtenir du président Talon son oui pour être candidat à un second mandat. Ensemble, nous avons décidé qu'il était bon de lui demander, de le supplier si nécessaire, qu'il faille qu'il se représente aux élections présidentielles afin de mieux le porter. Parce que le seul qui a la décision finale, c'est le président Guillaume Patrice Athanas Talon. Mais je suis sûre qu'il va entendre la voix des gens du plateau. Est-ce que vous êtes d'accord pour porter la voix pour lui dire « Président Talon, représente-toi » Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Perspective Talon 2021. Après l'étape de Kétou, pour le compte du département du Plateau, Constantin Ada et son équipe sont attendus dans d'autres communes du Bénin pour le même exercice. Mais en quittant Kétou, l'équipe a eu une belle surprise. Des femmes artisanes de Kétou sont venues à leur rencontre, témoigner toute leur admiration pour le travail du président Patrice Talon et surtout remettre une somme symbolique de 17 175 francs CFA, fruit de leur cotisation pour, disent-elles, contribuer au paiement de sa caution. Nous qui sommes ici maintenant, nous sommes des artisans. Et on vous demande de remercier le monsieur Patrice Talon pour tout ce qu'il nous a fait à nous les artisans, qu'on est content quoi, avec ce qu'il a fait. Et maintenant, on a appris que c'est 5 ans qu'il voulait faire. Et nous-mêmes qui sommes là maintenant, on lui supplie pour qu'il fasse les 5 ans qui restent, pour que ça fait 10 ans. Donc, qu'il n'a qu'à terminer ce qu'il a commencé, qu'on lui remet. C'est pourquoi on n'a pas appris avant et puis on a cotisé un peu d'argent pour lui soutenir aujourd'hui. Perspective Talon 2021. Perspective Talon 2021. Voilà, on va rester dans le même registre, Ingrid, pour parler cette fois-ci de la sortie médiatique des acteurs culturels. En effet, Wahab, sortie médiatique au cours de laquelle ils ont fait le bilan de leur secteur. Et pour continuer la mise en œuvre des réformes, ils invitent le chef de l'État à abandonner son projet de mandat unique et se représenter à l'élection présidentielle de 2021. Idriss Boukari et Eder Umpevi. Les artistes et acteurs culturels du Bénin, presque au grand complet, à la grande salle du FITEB, ce samedi 22 août. Venus de tous les départements du Bénin, ils ont pris rendez-vous pour réfléchir sur l'avenir de leur secteur. Un secteur autrefois caractérisé par l'inorganisation, l'inexistence de dialogue entre acteurs, des querelles intestines, la guerre de leadership et surtout la mauvaise gestion et le clientélisme au sein du Fonds d'aide à la culture. C'est le triste tableau qu'a présenté le coordonnateur de la plateforme des artistes et acteurs culturels du Bénin. Mais depuis 4 ans, grâce aux réformes opérées par le chef de l'État Patrice Talon, le secteur a reçu un nouveau souffle et se porte bien à présent. Depuis l'avènement du régime de la rupture et du nouveau départ, le FAC a cessé d'être la vache à lait qui servait tout le monde et n'importe qui. Désormais, seuls les vrais acteurs, quelle que soit leur position géographique et sans intermédiaire, peuvent obtenir des accompagnements des projets pertinents dont ils sont porteurs. Et pour aller encore plus loin dans les réformes et permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur art, la plateforme des artistes et acteurs culturels du Bénin refuse d'arrêter la dynamique en cours depuis avril 2016. La candidature de Patrice Talon en 2021 devient un impératif et ceci à plusieurs titres. Nous, artistes et acteurs culturels du Bénin, lançons solennellement et publiquement un appel pressant et patriotique au chef de l'État, le président Patrice Talon, à rester avec nous dans la barque du développement et à se porter candidat
à l'élection présidentielle de 2021. Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, fier de vous, avançons. Parce que vous êtes notre choix et le choix idéal pour le quinquennat 2021-2026, avançons. Le message est transmis sur place au directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, lui qui se fera le porte-parole des acteurs du monde culturel auprès de son ministre de tutelle. L'engagement du chef de l'État dans le secteur est historique. C'est vrai que pour mémoire d'homme, depuis les indépendances, c'est la première fois qu'un chef d'État décide de faire du tourisme et de la culture le deuxième levier du développement après l'agriculture. C'est aussi la première fois que l'opinion publique constate que les artistes, acteurs culturels, les promoteurs culturels ont décidé de telle heure querelle de se mettre ensemble et parler d'une même seule et unique voix. Le message que vous avez adressé au chef de l'État, nous allons le transmettre fidèlement au ministre Jean-Michel Abimbola pour qu'il puisse à son tour le transmettre à notre candidat. Le chef de l'État Patrice Talon est prié de répondre favorablement à l'appel aux fins de poursuivre le chantier entamé depuis 2016 pour le bonheur des acteurs du secteur culturel. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, réaffirme sa fidélité au chef de l'État. Le parti, présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, dit ne marchander un soutien quelconque à la candidature de Patrice Talon pour le renouvellement de son quinquennat. C'est la principale information à retenir de l'université d'été tenue ce vendredi à Fidjrosé. Le point de la rencontre avec Eman Anyambosu et Elvis Tongouin. C'est un rendez-vous à tout le moins historique dans la vie de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une première, l'université d'été, organisée dans cette majestueuse salle des fêtes à Fidjrosé, a tôt fait de livrer son verdict. C'est la fidélité absolue et inconditionnelle au chantre du nouveau départ. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, que j'ai l'insigne honneur de diriger, étant déjà résolument engagé à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État. Dans la perspective de la présidentielle 2021, et alors que des mouvements appellent à un renouvellement du quinquennat qui s'achève, l'UDBN, parti nationalement reconnu, entend prendre une part active à toute initiative qui émane de la gouvernance Talon. C'est aussi la ligne de conduite définie par ses militants. Il nous faudra une synergie dans les actions que nous allons mener et qui conduiront, j'en suis sûr, à une victoire écrasante. Mes chers camarades, les mois à venir seront donc déterminants, non seulement pour les partis politiques dont le nôtre, mais aussi et surtout pour la nation tout entière. Nous devons encore répondre présent à cet important appel de l'histoire à travers nos réflexions dans cette université d'été. L'université d'été s'est contentée d'une frange de délégués des coordinations et des structures déconcentrées du parti. Contexte sanitaire oblige. Une matinée d'échange, de partage d'expériences et de discussions nourries. Le moment était également propice pour poser le diagnostic de la participation de l'UDBN aux dernières élections communales et municipales. On ne faisait pas la langue de bois, mais nous allons faire en sorte que notre voix puisse porter. Et la voix a véritablement porté. Même si nous avons ce pourcentage aujourd'hui, m'a-t-on dit, notre voix a véritablement porté. Si la barre des 10% exigée pour être éligible à la répartition des sièges a eu raison de la bataille menée par les militants de l'UDBN, tout ne saurait être cependant peint en noir, ont admis l'essentiel des communications. Il suffira de tirer les enseignements nécessaires
pour construire un avenir radieux à l'UDBN. Mais pour vous dire rapidement que cette phrase nous invite à un engagement, à l'action et non à la passivité. Le diagnostic est ainsi posé, de nouveaux défis pointent à l'horizon pour l'UDBN. Militants et membres du bureau exécutif national s'accordent à multiplier les actions sur le terrain pour un militantisme plus accru au sein du parti. Le cap est maintenu. Une UDBN plus que jamais solide, unie et fidèle à ses idéaux de parti de la mouvance présidentielle. On va faire maintenant un tour à Lokossa, Lokossa où le week-end écoulé, la délégation de l'UNICEF est descendue. Oui, Wahab, cette descente de l'organisation vise à faire des observations sur le terrain suite à une campagne de sensibilisation lancée depuis le mois de juin dernier. Geoffroy Messan et Florent Dou pour les détails. Maison des jeunes de l'arrondissement de Ouédémé-Adja dans la commune de Lokossa, ce vendredi 21 août 2020. Des jeunes déjà installés accueillent avec ferveur une délégation de partenaires au développement estampillés Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La rencontre est organisée sous l'égide de l'ONG JVE Bénin, Jeunes volontaires pour l'environnement, et ceci au titre d'un projet de lutte contre la COVID-19 qui met en partenariat l'ONG et l'UNICEF. On avait 9 communes, nous sommes dans l'une d'elles, ici à Lokossa. Nous avons formé 270 jeunes sensibilisateurs. Là, vous avez un échantillon de 270 et ils ont été encadrés par 30 personnes. Tous ceux-là ont été formés à la fois pour la compréhension de Covid, la communication en milieu social et enfin sur les questions de harcèlement sexuel. Parce que c'était l'un des éléments importants pour éviter des interactions qu'on ne souhaiterait peut-être pas entre les différentes personnes qui étaient parties à ce projet-là. Ces jeunes interlocuteurs de l'UNICEF sont des agents de sensibilisation déployés dans les communautés à la base, dans la zone notamment Ouédémé-Adja et DV, par l'ONG JVE Bénin. La séance leur a permis d'interagir avec les membres de la délégation sur leur expérience de terrain. Au début, les gens ne portent pas de masques. Ils n'ont même pas les dispositifs pour laver les mains. Avec nos sensibilisations, 2 jours après, on voit que beaucoup de personnes ont commencé par porter les masques. On a eu un impact d'abord sur nous-mêmes, avant même de parler des autres, parce que ça nous a aidé à changer certains comportements. Présent dans cette délégation aux côtés de l'UNICEF, le Centre de l'innovation Semen City a salué l'initiative. Nous sommes très fiers de vous. Tout le travail que vous avez fait est superbe et vous êtes déjà des Asuka. Dans son exercice d'observation et d'échange, la délégation s'est rendue auprès des communautés à la base de Dondjizoumé et de Avinoué, toujours dans la commune de Lokossa. Les différentes sensibilisations ont été ponctuées de dons de dispositifs de lavage des mains. Mon organisation UNICEF, en collaboration avec cette ONG, est en train de faire un effort au niveau communautaire et il est donc important que les efforts soient déployés au niveau communautaire pour sensibiliser les communautés, mais aussi obtenir leur engagement. Nous souhaiterons véritablement encourager les communautés à la base, à l'instar de ceux de ce village-là, à continuer à maintenir les gestes barrières, notamment le lavage des mains, la distanciation sociale, mais également aussi le port du masque. La tournée s'est achevée au centre-ville de Lokossa. Ici, c'est un centre de formation en couture qui produit des masques recommandés par le gouvernement qui a été visité. Les candidats admis au certificat d'études primaires pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 au village Conquet viennent d'être honorés.
L'amicale pour l'excellence ONG Attier le a fait donc ce samedi de kits scolaires plus un vélo pour chacun des 3 premiers. C'était en présence de Assombo Kani à Siombo. Pour la 6e fois, l'amicale pour l'excellence l'ONG Attier a encore primé les meilleurs de l'année scolaire 2019-2020. Le samedi 22 août, dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, elle a organisé à Gongué la distribution de kits scolaires aux 195 meilleurs des 243 admis. Un acte qui consacre la promotion de l'excellence initiée par l'ONG. On souhaite faire plus, mais c'est une fierté, il faut le reconnaître, avec ces conditions de pandémie et ce que cela peut nous coûter. C'est un bonheur partagé et surtout l'objectif, c'est l'excellence que nous recherchons. Il faut que Kézin redore ces lettres de noblesse d'antan pour que ces jeunes d'aujourd'hui que nous préparons soient demain des hauts cadres du Bénin. L'événement d'aujourd'hui est une preuve de plus que vos divers apports servent évidemment à la construction d'une relève de qualité, gage d'un développement durable pour toute une communauté, ma communauté. En plus des kits scolaires, les 3 premiers ont bénéficié chacun d'un vélo offert par l'ONG. Pour leur porte-parole, c'est la satisfaction avec promesse de faire davantage. Je suis très content de l'ONG Attier et je vais poursuivre sur cette entrée au collège ou bien travailler et gagner d'autres prix. L'initiative de l'amicale pour l'excellence ONG Attier est partie d'un constat fait par son président, André Tchekoum. Il y a 6 ans, je voyais qu'on distribuait des kits scolaires aux gens. À moi-même, j'étais triste parce que je voyais que dans mon arrondissement, il n'y avait rien. C'est là où l'idée m'est venue pour dire, mais il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Kézin regorgeait beaucoup de ces élèves brillants qui sont aujourd'hui de grands cadres. Et à l'époque, les maîtres nous disaient même que c'est parce que nous mangeons la tête du poisson. Parce que dans la tête du poisson, il y avait du phosphore. C'est pour cela que nous sommes très intelligents. L'ONG a gratifié les enseignants qui ont encadré les enfants durant l'année scolaire, à chacun des directeurs d'école qui ont permis d'atteindre 95,29% de taux de réussite. Une attestation a été délivrée. Par ailleurs, cette écolière est admise au lycée des jeunes filles de Natitengu du fait de la moyenne obtenue au plan national. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin. Merci, grâce à l'information continue effectivement sur Actu Matin avec donc Fraternité qui revient sur la présidentielle de 2021. L'UDBN prête pour un second mandat de Talon. Candidature du président Patrice Talon pour 2021. L'appel des conducteurs, des semenciers et des artisans de Bemberek. Témoin du coup d'État au Mali, Medina Issa raconte. Appel à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021. Perspective Talon 2021 porte la voix de l'OME et du plateau. Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Le plaidoyer des OSC pour une consommation optimale des fonds par les communes. La phobie du numérique, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo que vous avez d'ailleurs entendu. Et puis Fraternité qui développe à l'intérieur donc du journal en sa page 5 plus précisément. Coup d'État au Mali, Medina Issa raconte. Elle a réussi à filmer de sa chambre d'hôtel à Bamako les plus belles images du coup d'État survenu le mardi 18 août au Mali alors qu'elle faisait partie de la délégation parlementaire dans le cadre de la médiation au Mali du 15 au 23 août 2020. La brave Medina Issa, témoin donc des crépitements de balles ayant conduit au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la fille de l'honorable Issa Salifou, nous apprend le journal, vice-président donc de la commission affaires politiques, paix et sécurité. La jeune stagiaire en diplomatie, Medina Issa, a eu la vie
sauve et s'est envolé finalement pour le Niger grâce donc à l'avion du ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, ayant retrouvé enfin la terre de ses aïeux, notamment le Bénin, les frontières du Mali étant fermées, bien entendu. Ceci après avoir pris part, nous apprend Fraternité, à plusieurs rencontres de médiation. Des échanges avec le médiateur Goodluck Jonathan et le commissaire aux affaires politiques, le général Béanzin Arwangbe. Il ressort que la situation est actuellement sous contrôle. Tout à l'heure, nos échanges vont porter donc sur l'université d'été du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et puis l'ambition de dématérialisation des procédures administratives qui peinent à prendre dans l'administration, en tout cas qui peinent à prendre comme cela se doit. Voici maintenant nos échanges. On est équipé. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. André Dossa, bonjour. Bonjour, Rabali Para. Alors, deux sujets, comme je l'avais annoncé, la sortie vendredi dernier de l'UDBN à Fidjrosset et puis l'ambition de dématérialisation des procédures administratives qui peinent à prendre, donc, comme cela se doit. Les cadres, donc, les cadres et militants de l'UDBN se sont donné rendez-vous vendredi dernier, comme je l'avais annoncé, à Fidjrosset pour un rendez-vous politique, si on peut le dire ainsi. On parle de l'université d'été, une rencontre plutôt décisive quand on sait que le parti est sorti plutôt blessé, pour ne pas dire meurtri, donc des élections communales et municipales et doit faire face à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Moïse Dosoumou, vous avez suivi les activités de l'UDBN ce week-end, sinon en fin de semaine, précisément vendredi. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est la première activité du parti après sa participation au communal. Nous connaissons tous quelle a été sa performance à ce moment-là. Ça n'a pas vraiment été. Donc il fallait que le parti se remette en selle dans la perspective de la présidentielle. Je pense que là, tout réclamé sur ce parti, sur ce plateau plutôt. C'est ce qui a été fait. Et je constate que ce parti s'inscrit un peu dans la dynamique du parti qui l'a précédé. Je parle de Moël Bénin notamment. Même si ici on peut voir que disons que la procédure, les déclarations sont moins cocasses que par le passé. Mais je pense quand même que c'est dans la droite ligne de ce que Moël Bénin a fait. Ils sont dans la perspective de voir Talon se présenter pour un second mandat. C'est le choix du parti. Maintenant, on attend de voir dans la pratique ce que ça va donner. André Dossa. Mais oui, je crois que c'est effectivement la première sortie officielle de ce parti après sa première expérience de suffrage, en l'occurrence à l'occasion des dernières élections communales et municipales. C'était donc l'occasion pour Claudien Puediencio et ses camarades, ses militants, de faire le point de cette première expérience. Et je crois qu'ils ont pu constater que ce ne fut pas vraiment fameux et que sans doute ils ont pu tirer les conséquences et prendre des résolutions pour l'avenir, pour que le parti soit davantage ancré n'est-ce pas, dans le pays. Alors, aussi, il faut dire que le deuxième
un sujet majeur dont ils ont débattu, c'est justement comment le parti envisage, comment le parti entrevoit la prochaine échéance politique électorale, la présidentielle de 2021. Et on observe que contrairement à ce que nous voyons depuis peu, le parti ne s'est pas inscrit dans une démarche de susciter la candidature de Patrice Talon, mais dans la droite ligne de leur soutien à l'action de ce dernier, ils estiment tout naturellement qu'il devrait pouvoir être donc le porte-flambeau pour la prochaine présidentielle. L'UDBN donc reste accroché à ce statut de parti de la majorité au pouvoir et donc S-Qualité veut continuer à travailler pour une éventuelle candidature de Patrice Talon. Je crois que la poursuite de l'UDBN, c'est qu'ils attendent la décision de Patrice Talon pour davantage se déployer. D'accord. Moïse Dossou, peut-on dire que l'UDBN a vraiment choisi son candidat? Si, ils l'ont dit. La présidente l'a dit à la Matelé, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. C'est le choix du parti, tout simplement. Je pense qu'il y a eu au moins une condition. C'est si le chef de l'État se portait candidat, n'est-ce pas? Ils vont le soutenir. Ils vont le soutenir. C'est ce qu'on peut en déduire. Non, ça traduit effectivement que le choix, c'est Patrice Talon. Évidemment, ils sont aussi suspendus à la décision de Talon. S'il n'est pas candidat... Peut-être qu'ils vont changer d'avis s'il n'est pas candidat. Ils vont chercher un autre candidat. Soit le désigner à leur sein ou aller soutenir un candidat d'un autre parti politique. Mais c'est-à-dire quoi? Eux, ils ne veulent pas perdre le temps à dire on veut réfléchir d'abord pour savoir, évaluer les candidatures, les chances des uns des autres, ou encore organiser une sorte de primaire en leur sein comme d'autres l'ont fait. Mais ils sont allés droit au but, de mon point de vue, c'est que ces candidats, Patrice Talon, leur candidat, et ils n'attendent que son oui pour se mettre au travail, pour mettre ce dont ils disposent en termes donc de moyens, en tout cas et tout le reste, n'est-ce pas, au service de leur candidat pour une victoire. Je crois que l'UDBN est déjà en plein. Et il ne lui manque tout simplement que le oui de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDBN, qu'on sait comme étant un parti bien endurant depuis, je dirais, les formalités pour avoir une existence légale, de même que la participation aux élections communales et municipales. Qu'est-ce qui se passe donc au sein du parti pour qu'on ne puisse pas opérer un choix de candidat au sein du parti en prenant peut-être la présidente, un cadre ou un autre militant, sinon un autre membre du parti? Je pense que c'est d'abord une question d'ambition personnelle des membres du parti, mais de ceux qui estiment qu'ils ont la carapace d'aller à une présidentielle. Si cela ne se sont pas exprimés, c'est qu'on retient que le parti n'a pas de candidat et qu'il se porte plutôt vers un autre candidat. Et l'autre chose, je retiens aussi que le parti est plus ou moins dans la logique de sa fidélisation aux actions du chef de l'État. Même si au départ, le parti a refusé de se fondre dans un des deux blocs officiels de la mouvance et qu'il a préféré faire cavaler seul. À l'aune du verdict des urnes, il a dû comprendre qu'il n'avait pas vraiment le poids qu'il fallait pour aller seul aux élections. Et il n'a pas voulu non plus faire cavalier seul, se retrouver un peu plus ou moins contre le pouvoir. Donc il reste plus ou moins dans la logique de soutenir ce qui se fait au niveau du gouvernement. Et l'autre chose, c'est que peut-être qu'au niveau du parti, on a estimé, au vu de la contre-performance électorale, que ce n'était pas opportun de se mettre en liste pour la présidentielle. Qu'il fallait peut-être prendre le temps justement de faire le point de la situation, de colmater plus ou moins les brèches, de voir si possible, s'il faut étendre le parti peut-être à d'autres leaders et redevenir un peu plus fort pour d'autres échéances électorales. Sinon, entre les communales et la présidentielle, il y a moins d'un an. Ce n'est pas évident, au vu de la contre-performance, que ce parti décide d'aller à la présidentielle et de faire mouche. Ce n'est pas très évident. André Dossa soutient d'accord aux actions du chef de l'État, mais il n'y a personne de capable au sein de l'UDBN, n'est-ce pas, pour porter, je dirais, la voix du parti en tant que candidat, bien entendu, à la présidentielle. Un parti politique, par définition, créé pour conquérir et exercer le pouvoir, notamment le pouvoir d'État. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. L'UDBN a dû faire le point de sa situation, en lien évidemment avec sa dernière performance au communal et municipal. Le parti est d'ailleurs conscient donc de ces résultats. Pour constater qu'aller à l'aventure, décider de désigner donc un candidat à la présidentielle, peut-être ne servirait à rien. C'est vrai que c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Est-ce que l'UDBN, en son sein, avait déjà préparé
cette éventualité-là, préparer quelqu'un pour assumer, n'est-ce pas, cette responsabilité. Je ne crois pas. Je crois qu'il était question, au sortir de cette élection municipale, que le DBN tire la conséquence politique de sa participation, de sa performance surtout, et fasse des choix. Et ici, le choix qui est fait, c'est de rester, de mon point de vue, dans une certaine logique. Nous avons soutenu l'action de Patrice Talon. Et aujourd'hui, dans l'éventualité d'une candidature, je crois qu'il est tout à fait normal que l'on se dise, bon, on reste toujours soudés derrière lui. Parce qu'au-delà de tout, aussi, vous savez, c'est aussi une question d'opportunité. Si le DBN estime que sur l'échiquier, il n'y a pas un candidat, par exemple, de leur point de vue, à même de battre Patrice Talon, vous savez que la tendance de nos partis politiques, c'est être au pouvoir, en tout cas rester à côté de la mamite, entre guillemets. Très peu de partis, aujourd'hui, ont la vocation de l'opposition. Et puis, on ne peut pas avoir soutenu l'action de Patrice Talon pendant tout ce périple-là, ce premier quinquennat, et à la fin décider d'aller contre ou ramener à contre-courant ou de faire un autre choix. Je crois qu'il y a peut-être un certain nombre de facteurs qui ici sont entrés en ligne de compte dans le choix de l'UDBN. Toujours est-il que c'est un parti. Et ils étaient libres de choisir quelqu'un. Ils n'en veulent pas. Au contraire, ils veulent se mettre également derrière Patrice Talon, comme beaucoup d'autres partis politiques sans doute. Alors Moïse Dossoumo, en termes de parrainage, si l'UDBN par exemple devait choisir un candidat en son sein, est-ce qu'il le parti avait des chances d'avoir le parrainage nécessaire? En dehors de... Enfin, malgré les appréhensions... C'est pour tenter de voir si ce n'est pas l'une des raisons qui a peut-être amené le parti à poursuivre son soutien aux actions du chef de l'État. C'est possible. Mais malgré les appréhensions liées à cette affaire de parrainage-là, moi je pense que le jeu est ouvert quand même. Le parrainage n'est pas une affaire du parti. Ce n'est pas un blocage pour autant. C'est une question d'élus. Si vous avez la capacité d'aller vers les élus, de leur présenter votre projet, de les convaincre à venir vers vous, je pense qu'on peut avoir le parrainage. Pour moi, ce n'est pas un obstacle infranchissable. N'importe quel candidat qui a les capacités, les aptitudes pour convaincre les élus à venir vers lui peut avoir ces parrainages-là pour ce que moi j'en sais. Donc ce n'est pas une affaire exclusive des partis, c'est beaucoup plus les élus pris individuellement qui s'expriment de ce côté-là. Donc si l'UDBN n'a pas fait ce choix, c'est que le parti estime soit nous n'avons pas un candidat, soit nous n'avons pas les ressources pour aller convaincre au moins ces élus à venir vers nous. Et le plus simple pour eux, c'est de choisir notre candidat. En l'occurrence, ils ont porté le choix sur le chef de l'État. Alors, André Dossa, parrainage pourrait bloquer l'UDBN? Je crois que c'est moins cette raison qu'autre chose qui a amené l'UDBN à s'abstenir de désigner un candidat en son sein. D'ailleurs, je crois pouvoir dire également dans la même logique que Moïse pour dire que, vous savez, aucune loi n'impose aux élus le comportement adopté dans le cadre du parrainage. Il y a eu même si on chante partout la discipline du groupe. Quelques avis exprimés de part et d'autre dans le sens de discipline de groupe au sein des partis politiques, mais ce n'est pas exclu. Et puis quand vous observez, il y a des initiatives de candidature en cours de gens qui sont vraiment sur le terrain tout le temps, ça veut dire que forcément ils tiennent quelque chose. Sans doute qu'ils sont convaincus d'avoir ces 16 parrainages-là. C'est pourquoi les gens continuent toujours de travailler. Donc, jusqu'à nouvel ordre, je crois que les élus sont libres de donner le parrainage à qui ils souhaitent. Peut-être ça peut changer après, je ne sais pas. Donc tout individu, tout citoyen désireux de participer à ces élections-là doit pouvoir également se mettre au travail et tenter d'avoir les parrainages. Alors est-ce que ce ne serait pas trop tard quand par exemple on a le regard tourné sur le chef de l'État et qu'en cours de route par exemple, pas extraordinaire, il disait non, n'est-ce pas, à tous ces appels. Est-ce que c'est en ce moment que les partis politiques vont commencer par préparer, disons, leur projet de société, un peu comme un chasseur qui élève son chien à la veille de la chasse? Ce qui anime la vie politique au Bénin, on l'a de s'adapter aux circonstances. Si ce cas de figure advenait, encore que je pense que ça ne viendra pas, mais si ça advenait, ils auront, disons, toute l'expertise qu'il faut pour changer en un laps de temps tout le plan et se positionner derrière un candidat, bien se faire candidat même. Donc pour ça, ce n'est pas un scénario catastrophe pour eux. Si ça advient vraiment, ils sauront quoi faire pour se mettre pas et continuer l'aventure. Alors, André Dossa. Vous savez, quelqu'un a l'habitude de dire qu'au Bénin, l'élection présidentielle ne se gagne pas des mois à l'avance. Il y a quelques encablures de l'échéance que vraiment cette bataille se pendant plusieurs années, on l'a constaté sur le terrain au Bénin. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain, beaucoup de manifestations pour amener Patrice Talon déjà à renoncer son idée de mandat unique, mais après aussi à se porter candidat pour un second mandat. Oui. Mais
Cela ne veut pas dire que Patrice Talon a déjà avisé et qu'il est déjà candidat. Il ne l'a pas encore exprimé. Et bien malin, celui qui, à la date d'aujourd'hui, pourra nous dire concrètement, vraiment, oui, ça va, il est candidat ou pas. Moi, ce que j'apprécie davantage dans la démarche de l'UDBN, c'est qu'on nous a pas offert ce folklore de Moël pour dire que le président du parti est candidat contre quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Moi, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qui a pu inspirer une telle idée à nos amis Séphir Aguiar et consorts. Mais l'UDBN a été, de mon point de vue, entre guillemets, plus professionnel. C'est-à-dire, nous allons droit au but. Non, pas de candidat. Nous allons soutenir Patrice Talon s'il est candidat. Puis on attend la décision de Patrice Talon. S'il n'est pas candidat, chacun devra ajuster ses choix et sans doute aller dans un autre sens. D'accord. Quels sont les scénarios possibles, selon vous, Moïse Dessoumo, au cas où le président de la République déclinait l'offre? Au vu de la contre-performance de l'UDBN, je pense que ce serait plus sage pour ce parti, dans ce cas d'espèce, de s'allier derrière un autre candidat qui est juste plus apte à remporter la présidentielle, plutôt que de s'investir même dans cette course-là, qui, à mon avis, serait un choix très hasardeux. Donc le mieux pour l'UDBN, si le candidat n'était pas candidat, pour ne pas me répéter, c'est qu'il choisisse un autre candidat apte à faire l'affaire. André de ça. S'ils ne sont pas candidats et qu'il y en a un autre, je crois que le problème ne se pose même pas. On observe. Vous savez, Patrice Talon même, il est dans un embarras. Non, il consulte. Je ne sais pas ce qui justifie sa présence dans des réunions de bureaux politiques. Oui. Je ne sais pas s'il a déjà rencontré l'UDBN, c'est-à-dire le cas pour le Bloc républicain, l'Union progressiste. Oui. Quelqu'un m'a dit que je pourrais même qu'il y ait une rencontre avec d'autres partis tels que le PRD et consorts. Oui. Alors, pourquoi ces concertations? Pourquoi ces déplacements? Pourquoi participe-t-il à ces conclaves? Est-ce que déjà il annonce ses intentions? Je crois que les jours à venir pourront davantage nous édifier. L'UDBN a fait son choix. Bon, on observe et puis on verra. Alors, au-delà de l'UDBN, est-ce que vous ne sentez pas que, par exemple, les chances pour que Patrice Talon vienne dire, qu'il est candidat sont nombreuses? Parce que je me dis qu'il aurait peut-être pu faire taire les propagandes sur le terrain, les appels et autres gens. Bon, ne gaspillez pas votre énergie. Vous en avez besoin pour peut-être autre chose, m'accompagner à décliner mon programme d'action de gouvernement. Je ne pense pas qu'un chef d'État, dans les circonstances actuelles par exemple, puisse dire à ses partisans, non, ne faites rien, calmez-vous. Non, pas du tout. Au contraire, il a besoin que la classe politique soit animée et en sa faveur. Et aussi, vous savez, c'est pas lui qui organise ces événements-là. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations. La dernière en date, créée, c'est cette association, la dynamique continue. Vous voyez, et qui veut lui demander, qui lui demande. Nous ne voulons pas que tu partes, il faut que tu restes, il faut que tu poursuives l'œuvre que tu as entamée. Mais c'est lui et lui seul qui prendra la décision. C'est lui qui pourra dire oui, je veux continuer ou pas. Et je pense que c'est Patrice Talon veut continuer il y a longtemps que cette décision est déjà prise à son niveau. Il peut ne l'avoir pas partagée, il peut ne pas s'en ouvrir pour le moment à ses partisans, mais c'est lui seul qui décidera. Les gens auront beau manifester, organiser des marches, des soutiens, des cotisations à l'image de Perspective Talon 2021. S'il ne veut pas, il n'ira pas. Et il pourra le dire, je ne veux pas. Et les uns et les autres, vous voyez, ils se mettront rapidement et très rapidement, les Béninois sont très forts en cela, derrière d'autres candidats qui, de leur point de vue, ont des chances de gagner. D'accord. Alors, Moïse Dessoumo, qu'est-ce que vous pensez de ce silence du chef de l'État? Est-ce que cela ne traduit pas vraiment un goût à revenir peut-être en 2021? C'est possible. C'est même très évident. Mais le silence du chef de l'État, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça... Enfin, il n'y a rien là, quoi. C'est clair, il n'y a rien à voir. Quand il va décider de parler, il va parler, il dira je suis candidat, je ne suis pas candidat. Même si je pense, au vu de beaucoup de signaux, qu'il sera candidat. Alors, André Dossa, est-ce que vous sentez une certaine discipline au niveau des différents mouvements qui courent sur le terrain et qui invitent le chef de l'État? Il y a eu des cotisations. Au cas où le chef de l'État, par exemple, va décliner l'offre, comme je le disais, comment les choses vont se passer? Vont-ils retrocéder les sous à ceux qui ont cotisé? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un schéma de ICC? Parce que la gestion de l'épargne publique ou de l'épargne de façon globale, ce n'est pas facile.
Non, mais je crois que bon, et l'argent a souvent été, je dirais, au centre de beaucoup de points. Ceux qui font ces efforts-là, qui mobilisent des fonds pour payer la caution du candidat, vous savez, c'est politique. C'est beaucoup plus. Même si les moyens ne manquent pas au chef de l'État. Oui, c'est pour communiquer. C'est pour montrer sans doute davantage leur engagement, leur volonté de le voir briguer un second mandat. Et ce sont des militants d'une association bien précise. Ici, le parti n'est pas candidat, ils pourront retrocéder les fonds. Ou alors, enfin, c'est leur problème. Alors, par contre, je pense que, oui, s'il n'est pas candidat, les gens, sans doute, en prendront acte et se mettront dans d'autres dynamiques. L'idée de susciter sa candidature, payer la cotisation, c'est Eduardo Meki et ses amis en son temps qui avaient eu cette initiative. Et ça a donné ça. Mais c'est beaucoup plus le message derrière ça. C'est peut-être un peu sibyllin, mais c'est la communication. Montrer combien les gens sont vraiment décidés, mobilisés, engagés pour l'accompagner. La gestion du fonds, moi, c'est beaucoup plus mineur par rapport à l'enjeu même de l'initiative, à savoir la communication. Montrer vous partagez cet avis, Moïse Dossoumo, que c'est mineur cet enjeu de mobilisation des fonds au cas où le chef de l'État ne serait pas candidat, comment on va retrocéder les fonds à tous ceux qui ont cotisé? C'est quand même pas important, ça relève de l'ordre du privé. C'est là, faire un truc là-bas, ce n'est pas. Le public n'a pas à s'intéresser à ça. Ça relève de l'organisation. Et je pense que ceux qui demandent à partir de revenir, le droit de le faire, mais ils peuvent faire l'effort de nous épargner un peu, disons, de ces images-là qui ne sont pas si intéressantes que ça. La caution du chef de l'État, ce n'est pas un truc extraordinaire pour être mobilisé. Il faut passer par ces procédés-là. L'intention est plus ou moins bonne, mais je pense qu'on peut éviter d'aller jusqu'à ces extrêmes-là pour susciter une candidature. Alors, André Dossard, votre mot de conclusion sur ce sujet? Vous savez, il y a une foi terrible qui s'anime aujourd'hui autour de la candidature suscitée. Donc, chaque mouvement, vous savez, essaye d'inventer. Chacun y va de son idée, de son imagination, pour avoir une certaine originalité dans la démarche pour susciter la candidature de Patrice Talon. Il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui prient, il y en a qui font des sacrifices, un tas de choses, et peut-être qu'on n'a pas encore fini de voir. C'est vrai, il y a un aspect, une dimension que moi je déplore fortement, c'est l'utilisation, la manipulation de ce qui, de mon point de vue, relève du sacré, à des fins politiciennes. Voilà, le FA est devenu maintenant quelque chose de banal qu'on traîne pour des manifestations politiques, et il n'y a pas ici des gardiens du temple, il n'y a pas des pionniers, des gens pour dire halte, arrêtez cette pagaille. Moi je trouve ça lamentable. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de salir à ce point. Notre patrimoine et ce qui, de mon point de vue, dans notre patrimoine relève du sacré, de ce qu'il faut absolument respecter. On n'a pas besoin de mêler ça à la politique. Moi je déplore terriblement cela, ça m'écoeure à la limite. Je crois que c'est pas bien. Alors Moïse Dossoumo, je vais sauter un peu par rapport à cette question du FA qu'on a mêlé à la politique. Est-ce que vous n'êtes pas gêné par les résultats même du FA qui, par exemple, n'a pas allé plus loin à nous dire si le chef de l'État serait oui ou non candidat, et qu'on se contente par exemple de susciter sa candidature, qu'on dit que bon, s'il se disait candidat, qu'il n'y aura rien de mal? On peut mêler le FA à la politique, mais avec un peu plus d'esthétique. Même pas ça, dans une sphère privée, exclusivement privée. D'accord. On n'a pas à les exhiber sur la page publique au point de le manipuler à ces fins-là. Je trouve que c'est très dégradant pour la science elle-même et pour ceux qui la pratiquent. Encore que c'est ceux qui la pratiquent qui sont amenés à valoriser cette science-là. Mais quand eux-mêmes se comportent ainsi, c'est qu'eux-mêmes sont en train de verser par terre un peu ce à quoi ils s'accrochent, ce qu'ils sont censés promouvoir. Ça dégrade un peu le caractère sacré. C'est un peu comme les rois étaient couronnés, ça a commencé depuis plusieurs années, ça continue. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter, c'est toujours cette fois-là qui s'anime. Ça, c'est même pas encore un problème. Ce que moi je déplore notamment, c'est le mélange de genres entre nos traditions et la politique. Que chaque chose reste à sa place. Les acteurs traditionnels peuvent s'investir en politique, peuvent susciter une candidature, peuvent dire nous sommes pour telle personne. C'est leur choix. Mais il ne faudrait pas qu'ils mêlent un peu justement le science endogène à cette affaire-là. C'est deux choses différentes. Et même il y a également le mélange de gens qu'on observe au niveau de cette fois de candidature-là. Voilà même des agents administratifs, des directeurs qui sont mêlés à ça et qui viennent assister à ces gens de rencontres en qualité de directeur, en qualité de responsable d'administration. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ces genre de choses-là. Que ceux qui sont politiques
fassent leur truc et que les administratifs restent dans leur bureau pour travailler au service de l'État. D'accord. On va changer maintenant de cap. Les agents publics sont visiblement à la traîne donc des réformes engagées dans l'administration, notamment dans le domaine du numérique. L'évaluation de 1540 agents s'est soldée par un échec. 99,87% de cet effectif ont obtenu un score en dessous donc de la moyenne exigée. En résumé, ces agents publics en question ignorent les principales fonctionnalités des outils informatiques tels que Word, Excel et autres. André Dossa, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Ce qui n'a pas marché, c'est juste le vrai visage de notre administration publique. Vous savez, dans un monde où aujourd'hui chaque pays court, tout le monde est en compétition, pour être au rendez-vous de la technologie, vous savez, le rythme est tellement rapide que il faut se battre pour essayer de ne pas être très très en retard. Et quand on observe la vision du gouvernement béninois de moderniser l'administration publique, de numériser le pays, je crois qu'il était temps que l'on pense à l'administration, à mettre un peu le personnel public au pas. Vous savez, beaucoup n'ont pas eu l'opportunité de se familiariser à l'outil informatique. Vous savez que dans les écoles, on est encore la formation, est encore, ça balbutie. Et généralement, lorsqu'on dit on veut enseigner les enfants à l'école, c'est MS-DOS qu'on leur apprend. Cette affaire-là date de Mathusalem, ce n'est plus d'actualité. Donc, il faut offrir à ces personnels-là vraiment l'occasion de rattraper le train. Sinon, on aura beau investir beaucoup d'argent, mettre beaucoup d'initiatives. Si le personnel n'a pas les outils qu'il faut et n'est pas formé, je crois que ce serait des efforts vains. C'est pourquoi cette initiative du gouvernement doit être un peu accélérée et élargie à l'ensemble des autres secteurs de l'administration. Vous voyez qu'on évalue qu'il y ait ce résultat. C'est un chaos à la limite. C'est un scandale. Dans le privé, c'est moins grave. Donc l'État vraiment doit paraître au plus pressé pour corriger le tir. Moïse Dossoulo. Oui, quand moi j'ai vu un peu le résultat, je me suis demandé, mais est-ce que c'est un échantillon représentatif? D'où proviennent ces agents-là? Est-ce que c'est plusieurs administrations? Est-ce que c'est une administration? Quelles sont leurs qualifications? On n'a pas eu de précision sur tout ça. On parle quand même de 1540 agents. Même si l'État a des dizaines de milliers d'employés. Ça, c'est mieux. Donc je me demande d'où est-ce qu'ils proviennent. Mais quand on finit de dire tout ça, il faut remarquer quand même que la plupart de ceux qui utilisent ordinateurs aujourd'hui, c'est Word qu'ils connaissent. La plupart, c'est Word. Et même dans Word, il y a plein de fonctionnalités qu'ils ne maîtrisent pas. C'est juste des trucs basiques. Saisir un test, faire une petite mise en forme, imprimer, point final. Il ne va pas plus loin que ça. Alors qu'il y a d'autres outils tels que Excel, il y a PowerPoint, il y a plein de choses qui sont à notre portée, mais vers lesquelles on a du mal à y aller. Et je me dis que cette affaire du numérique, ce qui est dans l'administration, c'est une opportunité pour les agents publics. Au lieu de se dire, ils ont amené leur affaire, il faut qu'ils nous forment pour qu'on sache faire, je pense qu'eux-mêmes gagneraient à se faire former par leurs soins. Ce n'est pas une façon d'aller débourser pour une formation. Vous avez votre enfant qui sait utiliser Excel, Word à la maison, demandez-lui qui vous apprenne. Vous avez un ami qui sait le faire, demandez-lui. C'est aussi une question d'opportunité. Parce que quand vous attendez que le gouvernement vienne à vous, vous ratez peut-être des promotions sans vous en rendre compte. Quand vous êtes déjà apte à faire la chose et que l'outil est déjà là, la plateforme est là, et que devant votre patron, on voit déjà que vous avez la main, c'est plus facile de vous nommer responsable de tel, chef de tel, au lieu d'attendre que vous allez vous faire former d'abord et qu'on voit maintenant dans le lot ceux qui peuvent être nommés chef. Donc je me dis qu'il ne faut pas passer à côté des opportunités dans la vie. Quand vous voyez ce genre de choses venir, il faut être proactif. Vous dépêchez de vous mettre au pas. Qui sait, la chance peut vous sourire et montrer votre aptitude, votre performance, votre compétence dans ce domaine-là facilement. On peut vous faire chef et puis vous gagner en promotion. Donc je me dis qu'il ne faut pas trop attendre non plus le gouvernement. Faites-vous former vous-même, non pas en déboursant nécessairement, mais en vous rapprochant de ceux qui savent faire. Et forcément, à la longue, vous allez gagner. Alors, André Dossa, au vu donc de ces résultats combien chaotiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a mis les charrues avant les bœufs, puisque le Conseil des ministres du mercredi dernier suggère le renforcement des capacités? Est-ce qu'on n'aurait pas pu procéder en amont au renforcement des capacités, s'assurer que tout le monde est apte, n'est-ce pas, avant de lancer le processus? Non, je crois que le gouvernement a voulu davantage se convaincre du niveau de son personnel en organisant cette évaluation. Sinon, je crois qu'on a quand même pu
savoir, les gens doivent le savoir, que de ce point de vue-là, l'administration publique est en retard. Et que pour que les initiatives en cours ne se soldent pas un gros échec, il faille rapidement aider les gens à renforcer leur capacité. Et il faut aller au-delà de ça, renforcer la politique de formation à la base, que les cours d'informatique dans nos écoles ne soient pas seulement pour donner des béabas, donner les bribes seulement aux enfants, mais qu'on les plonge réellement dans les technologies telles que ça évolue aujourd'hui. Que le cadre de l'administration, en tout cas le jeune étudiant, ne soit pas seulement saisi sur Word et à la limite Excel et penser qu'il maîtrise déjà l'outil informatique. Pas du tout. Il faut élargir la palette, les connaissances qu'il faut avoir sur les nouvelles technologies. Ça va permettre que l'État même réussisse les différents programmes qui sont en cours en ce moment pour la numérisation du pays. Ouais, je crois que c'est déjà bien, mais l'un des messages qu'il faut retenir de cette initiative, c'est qu'il urge. L'action à mener doit vraiment être accélérée pour corriger un peu le tir. On a mis la charrue avant les bœufs. On peut voir les choses ainsi. Ça peut se comprendre d'une certaine manière. On peut voir les choses ainsi. Encore que même pour apporter de l'eau à votre moulin, il faut dire, mais quand vous parcourez certains bureaux de l'administration, vous ne remarquez pas tout de suite que chaque agent a devant lui un ordinateur. Là, dans des bureaux de 5-6 agents, vous allez voir un seul ordinateur et qui est poussiéré quelque part. Personne ne s'y aventure. Donc, quelque part, si l'État doit faire l'effort de fournir tout au moins un ordinateur à chaque agent public, je pense que quand les gens seront plus ou moins dans ces conditions, ils vont peut-être nouer le réflexe de la curiosité justement pour asseoir leurs compétences. Mais je me dis, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un prétexte pour ne pas aller soi-même à la tête de la connaissance. Alors, dites-moi de façon plus simple, est-ce que vous ne pensez pas que les agents plus ou moins enquêtés ou évalués, n'est-ce pas, font exprès, de manière à ce que, on dise, maintenons-les comme ça, et puis les anciennes pratiques vont se poursuivre? Non, mais écoutez, je crois que les agents publics sont quand même des citoyens responsables, la conscience professionnelle. Ils ne peuvent pas exprès montrer leur carence. Ils n'ont pas besoin même de ça pour que l'État prenne ses responsabilités. Je crois plutôt que les gens montrent leur vrai niveau. Peut-être que l'échantillonnage n'est pas fait de façon à offrir un meilleur visage de cette réalité-là de l'administration, mais je crois que on le sait tous. On le sait tous, les gens ne sont pas vraiment très outillés dans ce domaine-là. C'est une réalité. Très peu de cadres aujourd'hui peuvent venir tenir une conférence de rédaction et vous présenter un PowerPoint. Très peu. Vous voyez. Même parfois de hauts cadres, des directeurs qui ne savent pas le faire. Vous voyez. Donc je crois que l'État qui aujourd'hui met beaucoup d'argent dans les nouvelles technologies pour davantage impulser le développement du pays doit former ses agents. Pour que les résultats escomptés puissent être atteints. D'accord. Moïse Dossoumo, est-ce que vous pensez que les agents de l'État, n'est-ce pas, font exprès de manière à ce que nos anciennes pratiques que nous connaissons puissent avoir droit de citer? Donc c'est difficile de faire semblant quand vous connaissez. C'est vraiment difficile. À mesure que vous avez vraiment un vrai comédien, bien vrai artiste, c'est très compliqué. Quand vous connaissez, quand vous exprimez, mais quand vous êtes devant un outil, ça se voit, ça se sait. Donc je me dis que ceux-là, tout au moins, ont révélé leur vrai visage. Encore que le seuil là, c'est 75%. Peut-être que si 50%, on aurait plus, disons, de personnes qui allaient franchir cette barre-là plutôt que les 75%. Mais néanmoins, ça permet quand même aux uns aux autres, que ce soit le gouvernement ou les concernés, de savoir qu'il y a un grand retard à rattraper. Il faut qu'ils se mettent au pas. Parce que le danger, c'est que le gouvernement dit, je vais faire renforcer leurs capacités. Mais le gouvernement a plusieurs choses à faire, des priorités, des urgences qui se bousculent. Si pas extraordinaire, le gouvernement dit, bon, je laisse d'abord tomber ça, je règle d'autres problèmes. Et que les concernés même ne se prennent pas en charge, ils seront toujours en retard, ils ne seront pas aptes justement à réagir pour certaines choses et des opportunités vont passer. Donc il leur revient eux-mêmes là, je ne le dis pas de débourser, mais de faire en sorte d'acquérir la connaissance, pas de petits moyens pour être aptes. Ça ne leur profitera que davantage au lieu d'attendre que ça vienne forcément
du gouvernement. Alors sur le renforcement des capacités, André Dossa, comment vous envisagez cela? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne suis pas formateur. Oui. Non, mais l'État sait comment. En fait, je tiens compte de cette analyse de Moïse Dossoumo qui estime que le gouvernement a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a bien d'autres chantiers. Vous savez que le gouvernement, même si ce n'est pas forcément concernant les nouvelles technologies, le gouvernement souvent initie des formations de renforcement de capacité au profit de son personnel, du personnel de l'administration publique. Ils trouveront le moyen. Il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences sur place pour aider l'État à renforcer les capacités de son personnel, des travailleurs de l'État. Ils pourront faire les meilleurs choix possibles. C'est déjà bien d'avoir mis la main sur cette réalité. Et maintenant, il faut déployer les moyens qu'il faut pour régler ça. Allez, on va faire un tour maintenant à la régie. Merci d'être passé, Moïse Dossoumo. André Dossa, vous restez avec moi. On va recevoir tout à l'heure Éric Deguenon. Il est cadre du parti UDBN. Avec lui, donc, on va revenir sur l'université d'été qu'a organisé vendredi dernier le parti. Voici maintenant la compilation de Idrissou Boukari, le Bénin en 7 jours. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Suite à son acte de bravoure, Sakinatou Harouna a été reçu par le chef de l'État, Patrice Talon. C'était mercredi dernier au palais de la Marina, en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, de la ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette jeune dame, désormais héroïne, a sauvé la vie à 5 personnes sur 11 à bord d'une barque qui a chaviré sur le fleuve Okpara le lundi 3 août dernier dans la commune de Tchaourou. Au palais de la Marina, Patrice Talon lui a exprimé toute sa reconnaissance pour cet acte de grande portée avant de le lever au rang de chevalier de l'Ordre national de mérite du Bénin. La candidature de Patrice Talon en 2021 est une évidence. Pour les hommes et femmes réunis au sein du Creuset, la dynamique continue. Cette association a vu le jour jeudi dernier à l'Infosec de Cotonou et s'est engagée pour la candidature de l'actuel locataire de la Marina afin que le développement du Bénin se poursuive. La dynamique continue est présidée par un bureau de 13 membres avec à leur côté des conseillers spéciaux et des délégués établis dans les 12 départements du Bénin. Pour le président de la dynamique continue, à l'occasion du lancement des activités de
l'association grâce à une vision claire, une gouvernance rigoureuse dans tous les secteurs et une lutte implacable contre la corruption, les détournements et la prévarication. Le président Patrice Talon posait ainsi courageusement les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable. La méthode Talon est en marche, a-t-il conclu, en précisant que c'est une candidature pour la révélation complète du Bénin dès 2021. LDC considère donc que la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021 est justifiée. Le Conseil des ministres s'est tenu mercredi dernier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion. Au titre des mesures normatives, le Conseil des ministres a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des membres du Conseil national de la médecine hospitalière, nomination d'administrateurs à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, le Conseil des ministres a décidé de renforcer les capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Il a été également décidé de l'approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. Le nouveau directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement a été également nommé après l'élection de Rufino d'Almeida à la tête de la mairie de Boycon. Deux ambassadeurs étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères lundi dernier. Ils y étaient pour présenter les copies figurées de leurs lettres de créance et d'accréditation. Il s'agit de l'ambassadeur du Japon et du représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au terme des échanges avec le patron de la diplomatie béninoise, les deux ambassadeurs se sont présentés à la presse. Chacun d'eux a remercié le chef de l'État pour avoir accepté son accréditation et s'est engagé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses programmes et projets de développement. Quelle a été la contribution des forces de sécurité et de défense des pays membres de l'espace CEDEAO à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19? C'est la question qui était au cœur d'un colloque scientifique. Il a été organisé par l'état-major général des forces armées béninoises avec le soutien de la fondation Konrad Adenauer. Thème du colloque, contribution des forces armées et de sécurité publique à la gestion de la pandémie du Covid-19. Évaluation, analyse comparée dans l'espace CEDEAO. Retour d'expérience et capitalisation des acquis d'une démarche de sécurité humaine. Il était question, pendant les 2 jours qu'ont duré les travaux de ce colloque, d'évaluer le rôle joué par l'armée et la police dans les différentes stratégies mises en place par les autorités gouvernementales pour rompre la chaîne de propagation du virus. Mesures de précaution sanitaire obligent. Les participants non résidents ont pris part aux travaux par visioconférence depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Conseil national du dialogue social a lancé mercredi dernier son rapport annuel au titre de l'année 2019. C'est le 2e rapport du CNDS depuis sa création en 2017. Le document expose le climat social qui a prévalu au Bénin au cours de l'année dernière et les activités menées par le Conseil national du dialogue social dans la même période. Ces différentes initiatives, les accords conclus et les difficultés rencontrées. La cérémonie de lancement du dit rapport s'est déroulée en présence des partenaires sociaux. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
Éric Degueno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste de formation et cadre du parti UDBN, qui d'ailleurs a organisé vendredi dernier son université d'été. Je vous reçois ce matin avec André Dossa. C'est moi. Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Il n'y a vraiment pas un Béninois au sein de l'UDBN capable de diriger le Bénin? Ben, il y en a. Pourquoi vous l'avez dit? Vous n'avez pas choisi de candidat en votre sein. Merci bien, monsieur le journaliste. L'UDBN, dès les premières heures, a toujours été de la mouvance présidentielle. Et lorsque quelque chose est fait et qu'on constate que le bilan est très appréciable, il faut bien faire en sorte que, encore que c'est possible, que ça puisse continuer. Il y a eu des échanges assez fructueux entre les cadres du parti, avant même l'université de vacances, et ces échanges ont abouti au fait que, si le président de la République était candidat, qu'il faut bien le supporter. Si, c'est une condition. Oui, bien sûr, parce que la volonté de quelqu'un à briguer un mandat ne peut être que personnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de soutenir le chef de l'État dans sa candidature à partir du moment où, jusque-là, il ne l'a pas encore expressément signifié. C'est pour ça que l'UDBN, son choix a été que, si le chef de l'État avait besoin d'elle, qu'elle est totalement déterminée et prête à pouvoir le supporter. Alors, nous sommes à en gros 7 mois de l'échéance. L'UDBN se réunit avec ses cadres pour faire le point et décider que si candidat, vous n'avez pas été le voir, vous ne l'avez pas consulté pour savoir dans quel sens il veut aller avant de prendre votre décision. Si on devait le consulter, ça ne se passera pas dans la rue. Au moins ça aurait transparu dans votre position. C'est pas évident, ça peut transparaître comme ne pas transparaître. Nous sommes dans un domaine éminemment politique, donc tout ne peut pas être aussi visible que vous ne l'auriez souhaité. Alors, quand un parti naît, n'est-ce pas, il va à la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir d'État, notamment, vous l'avez essayé à travers les élections communales et municipales. Pourquoi n'avoir pas fait la même chose pour la présidentielle de l'année prochaine? Merci bien, monsieur le journaliste. Je disais tout à l'heure que c'est la suite logique du bilan que nous avons fait du projet de société du candidat Patrice Talon. Déjà, dès le départ, il a fait un projet de société auquel nous avons souscrit. Et depuis 2016, nous sommes en train de faire des pas ensemble. Et vous savez, un État, ce n'est pas comme une petite structure. C'est tout un tas de programmes, c'est tout un tas de projets. Et si aujourd'hui, ensemble, on est en train de faire et que des résultats sont en train d'être aussi visibles, il faut bien se donner les moyens de pouvoir continuer et de faire en sorte que de grandes victoires soient encore acquises. C'est ça qui a été, ce qui a été déterminant dans ce choix-là. Mais dans tous les cas, nous ne regrettons pas d'avoir pris une telle position. Ce qui semble également déterminant dans ce choix, c'est aussi la contre-performance de l'UDBN aux dernières élections municipales et communales. Le parti a été un petit peu échaudé et du coup n'a pas voulu se risquer, se brûler une fois encore les doigts dans une présidentielle. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous appelez contre-performance? Nous avons tenu notre université de vacances, nous avons dit que nous n'avons pas échoué. On n'a pas échoué parce que... Vous n'avez même pas obtenu les 10% pour espérer participer au partage des sièges. Est-ce que le succès d'une élection, dans une élection de succès, ce n'est que le résultat chiffré à pouvoir... Qu'est-ce que vous avez gagné à ces élections? Nous avons gagné d'abord, dans un premier temps, d'y avoir participé. Parce que ce n'était pas gagné à l'avance. C'est-à-dire gagner en termes d'expérience. En termes d'expérience, nous avons beaucoup gagné. Nous avons gagné à constater que, quel que soit le grand vent qui était en train de souffler, que nous avons pu quand même gagner une certaine cohésion. Qu'on a travaillé dans une détermination qui, peut-être au départ, il fallait faire l'expérience pour le savoir. Et nous avons travaillé dans une organisation parfaite. Nous avons fait tout le plan. La décision qui avait été prise à la veille des élections, c'était de faire une élection essentiellement médiatique. Et nous avons constaté que la communication a été tellement bien organisée qu'on a été l'une des meilleures en matière de communication
Sinon, si je devais prêcher pour ma paroisse, je dirais la meilleure. D'accord. Alors, et pourquoi cette somme des expériences, des acquis que vous avez eu pour la communale et municipale, n'est-ce pas, n'a pas été, je dirais, déterminant dans le choix que vous avez fait, et que vous vous êtes seulement contenté de soutenir un candidat qui jusque-là n'a même pas encore dit qu'il lève le doigt? Bien, vous savez, dans un choix pareil, au sein de partis politiques, c'est l'expression populaire. Chacun vient avec une voix et vous échangez jusqu'à un niveau où vous passez à l'expression des voix. Lorsque la majorité l'emporte dans apporter notre soutien à tel candidat, il n'y a pas une prépondérance. Ça a été la voix de la majorité. Tout ce que, aujourd'hui, on constate que l'école béninoise est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Lorsqu'on regarde l'énergie, je suis là à Canal 3, je n'ai pas encore eu de diminution de tension et tout le reste. Quand on se promène aujourd'hui au Bénin, on est content d'être béninois. Avant, lorsque tu descends à l'aéroport, vraiment tout de suite là, tu as du dégoût. Mais aujourd'hui, lorsqu'on descend à l'aéroport de Cotonou, on ne se croit pas dans la capitale béninoise. Donc, il y a tellement d'aspects, si je devais continuer, nous irons jusqu'au soir. Lorsqu'on a tout ça, et que vous avez été l'un des maillons, ça s'explique totalement que les responsables à divers niveaux du parti, dans leurs échanges, finissent par dire, mais si cet homme devrait être candidat, alors nous voulons bien lui apporter notre soutien. Ça veut dire que l'UDBN même ne se sent pas capable, n'est-ce pas, de faire mieux que ce que, je dirais, son ami est en train de faire, c'est ça? Ce n'est pas que l'UDBN ne se sent pas capable, mais il n'y a rien de bien qui se fait tout seul. Tout seul, il n'y a rien de bien qui se fait. Et dans tout ce qui est fait, il y a la part de l'UDBN, forcément. Maintenant, si l'UDBN a pu mettre sa part quelque part, ajouter aux parts de tous les autres, et que ça a pu donner ce résultat, pourquoi aujourd'hui elle va dire il faut que ce soit moi absolument? C'est vrai que la conquête du pouvoir est l'un des grands éléments dans la gestion des partis politiques, mais il ne faut pas conquérir pour conquérir. Lorsque vous voyez qu'il y a des éléments réels, probants, visibles, qui devraient vous amener à supporter ou à aller dans un sens donné, un sens qui s'explique, vous n'hésitez pas. Quelqu'un a parlé de soutien sans participation. Vous avez dit que l'UDBN, vous faites des pas ensemble avec Patrice Talon, mais le constat, un des constats les plus évidents aujourd'hui, c'est que l'UDBN n'est pas aux affaires. En tout cas, vous n'avez pas des ministres, des cadres qui sont nommés à des postes, et pourtant vous continuez toujours de soutenir. Mais comment comprendre cette démarche de l'UDBN? Merci. Est-ce que c'est avoir des cadres que d'être avoir des cadres qui sont aux affaires? C'est ça seul qui explique la participation à une mouvance présidentielle. Mais quand un parti politique soutient un président, c'est pour participer à la gestion du pouvoir. Oui, bien sûr. Mais l'UDBN connaît ses canaux pour faire ses propositions à l'endroit du chef de l'État. D'ailleurs, il y a des rencontres qui se tiennent assez souvent entre le chef de l'État et un certain nombre de cadres de l'UDBN. Donc, nous connaissons les canaux par lesquels le parti exprime. Voilà, par rapport à tel aspect, ça peut être fait de telle manière. Et c'est ça, d'ailleurs, la véritable participation à une mouvance présidentielle. Ce n'est pas nécessairement être nommé ministre. D'ailleurs, c'est un combat de bas étage qui se fait souvent. Nous, on n'est pas dans ça. Alors, vous souhaitez donc que Patrice Talon soit candidat pour un second mandat. Ce sera pour faire quoi, pour accomplir quoi, pour corriger quoi, selon vous? Ce serait pour donner une suite logique à tout ce qui est fait aujourd'hui. Et au niveau où il faut corriger, on va corriger. Au niveau où il faut rectifier, on va rectifier. Au niveau où il faut continuer, on va continuer. Mais le constat est que à un fort pourcentage, ce n'est pas mal du tout. Alors, le oui est en 3 lettres, le non également en 3 lettres. Au cas où le chef de l'État dira non, comment l'UDBN va s'y prendre? L'UDBN a déjà prévu tout. L'UDBN a prévu ce qui doit être fait. Mais dans tous les cas de figure, si c'était encore le cas, on va se retrouver et prendre des décisions. L'UDBN a-t-elle, le parti a-t-il cherché à répondre
ces mouvements qui se multiplient et qui se créent à la petite semaine pour susciter la candidature. Vous avez peur peut-être que ces mouvements-là, ces initiatives politiques vous volent un peu la vedette? Vous n'avez pas constaté. Vous êtes monté au créneau. Jusque-là, vous n'avez pas constaté que l'UDBN a quelque chose de trop unique. C'est quoi déjà? On ne cherche pas nécessairement à faire comme les autres. Mais nous cherchons à être nous-mêmes. C'est quoi la particularité? La première d'ailleurs, et qui est très visible, c'est le seul parti aujourd'hui à courir, à tout faire pour que le leadership féminin soit de mise. Donc là, déjà, même en nous voyant, on sent que nous avons quelque chose de particulier. La seconde qui est là tout de suite, c'est que à côté du leadership féminin, nous avons aussi la promotion de la jeunesse à grande échelle. Et malgré que parfois ça nous joue des tours, mais nous sommes dedans. Alors c'est le prolongement de cette particularité qui fait que l'UDBN au départ a refusé de se fondre au sein des partis qui soutiennent officiellement les actions du chef de l'État. Je veux parler du Bloc républicain, de l'Union progressiste à l'origine. Oui, ben, vous allez constater que je l'ai dit tout à l'heure, et tout ce qui se prend comme décision, elle est toujours l'émanation de la volonté populaire. Oui. L'UDBN au départ s'est rapproché de ces grands blocs, a négocié, a voulu mettre ce petit quelque chose qu'il détient au service de la grande majorité. Mais si ce n'est pas accepté, il faut bien faire en sorte que ce que vous défendez, que vous l'ameniez au grand jour. Et pour l'amener au grand jour, c'est qu'il faut cette particularité-là, il faut la mettre sur la place publique. Alors, partagez-nous un peu le plan B que l'UDBN a prévu au cas où le chef de l'État ne serait pas candidat. Attendez qu'il ne soit pas candidat, monsieur le journaliste. Ah bon. Est-ce que vous pensez que vraiment les chances qu'il réponde à votre appel sont nombreuses? C'est le père de la nation. Et il a vu tellement, bon, je le vois aussi à la télé, c'est pas la même méthode chez nous, mais il a vu tellement d'enfants, de ces enfants qui lui disent « Papa, on veut bien que tu continues ». Ce n'est pas évident qu'ils disent non à tous ces appels-là. Ce n'est pas évident. Mais même s'il devait dire non, il trouvera une solution qui va satisfaire tous ces enfants qui sont en train de lui tendre la main. Il n'y a aucun père qui puisse voir ses enfants lui tendre la main et détourner le regard comme le fait un peu André là, comme je le vois là. C'est pour te chahuter, c'est pas évident. C'est pour vous écouter attentivement. Je l'ai remarqué. Je suis juste convaincu par le je l'ai remarqué, c'est juste pour te chahuter. Eh bien donc, c'est pas évident qu'un père détourne le regard lorsque tous ses enfants sont en train de pleurer. Je suis sûr que d'ici à là, il trouvera la formule pour répondre efficacement à tout ça. Alors vous êtes tellement rassuré qu'on peut dire que votre plan B n'est pas suffisamment lourd? Non, est-ce que le plan dont nous parlons, oui, est-ce que c'est un plan B? Tout va ensemble. Tout va ensemble. Mais je vous ai dit, s'il devrait avoir ce cas, on va s'asseoir encore, moi, Éric Deguène, au cadre du parti. Moi seul, je ne veux rien. Oui. C'est l'ensemble du parti qui vaut quelque chose. Oui. Donc si ça devrait arriver, on va se rasseoir et échanger. Est-ce que la présidente a mijoté d'un moment à l'autre l'envie d'être par exemple présidente une fois au cas où par exemple le chef de l'État refuserait d'être candidat? Ben, la présidente, elle est membre du parti UDBN. Oui, ça c'est connu. Et si l'UDBN devrait avoir un candidat, elle peut choisir la présidente comme elle peut choisir un autre cadre du parti. Donc, si la présidente était animée par la volonté un jour d'être candidate aux élections présidentielles, elle va l'exprimer au parti et le parti va aviser. Donc, ce n'est pas nécessairement c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas absolument elle qui sera candidate. C'est possible? C'est possible dans l'UDBN qu'il puisse avoir un autre candidat à part Claudine Fédenchaud? Pourquoi pas? Pourquoi pas si les cadres le décidaient? Il y a suffisamment de démocratie au sein de l'UDBN. Bien sûr, parce que je vais vous dire, il y a eu plusieurs cas dans lesquels elle a voulu aller personnellement dans un sens
Et finalement, la volonté populaire a voulu qu'on aille dans l'autre sens. Et puis, elle s'est inclinée. Elle s'est inclinée. Et d'ailleurs, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours qu'elle fasse des concessions. Un peu comme tous les cadres du parti. C'est vrai, il fallait que quelqu'un soit en avant. Et c'est Mme Prudencio qui est là aujourd'hui. Mais elle n'est pas à toute seule UDBN. Éric Deguenon, merci. Merci, précise, vous êtes juriste de formation et cadre du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, le seul parti dirigé par une femme, Claudine Prudencio. Bien entendu, merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous accompagner avec la revue de presse signée ce matin à Siongo Kani à Siongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'opposition au régime du président Patrice Talon ne faiblit point, renseigne ce jour la dépêche qui estime qu'elle reprend du poil de la bête à mesure que s'approche la fin du quinquennat de l'actuel occupant du palais de la Marina et que jamais les perspectives d'une élection présidentielle n'ont été aussi incertaines et empreintes d'appréhension. Le pays émergent explique qu'après un temps de silence, la résistance au pouvoir du président Patrice Talon se prépare pour renouer avec ses activités. L'atelier de samedi a eu pour but de définir une feuille de route pour les activités futures. Il s'agit d'un atelier d'évaluation des actions passées et d'élaboration d'une feuille de route qui a réuni le président du parti Restaurer l'Espoir, l'ancien ministre Candide Azanaï et certains leaders de l'opposition, à savoir Amisetou Afodiobo, André Dassundo et d'autres. Pendant ce temps, les soutiens à la candidature du président Talon pour un second mandat ne cessent. Le week-end, rapporte le matinal, l'UDBN est engagé derrière Talon pour la présidentielle de 2021. Avant que Patrice Talon n'avise pour ou contre un second mandat, écrit Fraternité, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau lui donne carte blanche. Ce parti dirigé par l'honorable Claudine Prudencio se dit favorable à un second mandat du chef de l'État. C'est à travers une déclaration politique issue de l'université d'été tenue le vendredi dernier à Figueroa, l'UDBN que je dirige, étant résolument engagé à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État, a déclaré Claudine Prudencio à l'endroit du président Talon, au regard des efforts louables du président Patrice Talon et son gouvernement qui ont permis de propulser le Bénin vers les sentiers d'une nation prospère, ajoute le Soleil Bénin Info. L'UDBN ne marchandera point son soutien au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Bénin Intelligent fait observer que l'UDBN maintient la dynamique Talon. L'UDBN note que le Bénin connaît de grandes transformations politiques, sociales et économiques grâce au leadership du président Talon. Une dynamique tant espérée que le chantre de la rupture incarne enfin. Pour cela, le parti lui renouvelle et lui réaffirme sa fidélité, son soutien même pour la présidentielle de 2021 et ailleurs. Sur la même lancée, informe le matinal, Perspective Talon 2021 mobilise l'OME et le plateau. Fraternité informe alors que le mouvement Perspective Talon 2021 se prépare pour une victoire du chef de l'État au cas où il se présente à sa propre succession à la présidentielle de 2021. Sur toute l'étendue du territoire national, cette organisation est en tournée de mobilisation de toutes les couches à cette cause. L'enjeu est de susciter la candidature du président Patrice Talon et d'œuvrer pour sa réélection en 2021. Des structures de base sont aussi installées, comme c'est le cas samedi dernier dans le département du Plateau. La bataille s'est poursuivie le même jour dans le Mai. Pour la nation, au nombre des initiatives qui se mettent en place en vue de l'élection présidentielle de 2021, il faut compter avec le mouvement Perspective Talon 2021 qui a mis en branle une dynamique à cet effet. Et déjà, précise Bénin Intelligent, à ce jour, le mouvement qui entend payer la caution de Talon a déjà mobilisé 2 100 000 francs CFA dans le compte bancaire ouvert à cet effet. Dans la même dynamique, révèle la presse du jour, les acteurs culturels suscitent un second mandat au président Talon. Le journal explique qu'à l'occasion d'une journée de réflexion sur le bilan du gouvernement dans le secteur culturel ces 5 dernières années, les membres de la plateforme des confédérations et fédérations d'artistes et d'acteurs culturels du Bénin
l'ont fait savoir et invité le chef de l'État Patrice Talon à se présenter pour la présidentielle de 2021 pour sa propre succession, une initiative du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déoumalé. Au-delà de ses soutiens, la presse du jour s'intéresse à la session du bureau politique du parti, l'Union progressiste élargie aux députés, ministres et maires pour apporter ce que Talon a dit à Moussou et aussi à en croire le journal. Il leur a dit, citation, « Je ne suis pas venu pour vous soutenir, je suis venu participer à la session du bureau politique de notre parti Union progressiste. » Fin de citation. Le ministre en charge de la décentralisation, Alassane Seydou, a levé la mesure de suspension des nominations dans les mairies, renseigne Nord-Sud Quotidien, pour lequel ainsi les édiles peuvent former leur cabinet et procéder à des affectations au sein de leur administration. En effet, c'est suite à la décision du Conseil des ministres de procéder à des audits de gestion des maires sortis que le ministre a fait cette interdiction afin de faciliter le travail. Aussi, il visait à ne pas laisser les maires faire des entrées fantaisistes, politiciennes étant encore dans l'euphorie de la victoire. Un témoin du coup d'État intervenu au Mali, Medina Issa, rapporté par le quotidien Fraternité. Le journal écrit que courageuse, elle a réussi à filmer de sa chambre d'hôtel à Bamako les plus belles images du coup d'État survenu le mardi 18 août au Mali, alors qu'elle faisait partie de la délégation parlementaire dans le cadre de la médiation au Mali. Du 15 au 23 août 2020, la brave Medina Issa a été témoin des crépitements de balles ayant conduit au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, fille de l'honorable Issa Salifou, président de la commission Affaires politiques, paix et sécurité. La jeune stagiaire en diplomatie Medina Issa a eu la vie sauve et s'est envolée finalement pour le Niger grâce à l'avion du ministre des Affaires étrangères de la République du Niger avant de retrouver la terre de ses aïeux, le Bénin. Dans la suite, la nation informe que les ressortissants béninois vivant au Nigeria est menacés de rapatriement pour défaut de passeport, non plus à s'inquiéter. Leurs cartes d'identité biométriques sont prêtes et ils pourront les avoir sous peu. C'est ce qu'a annoncé Cyril Goubedi, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Revue de presse donc signée Assiongbo Kagné Assiongbo. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se faire face demain matin pour poursuivre le reste de l'aventure. Allez, portez-vous bien.